Derrière les murs sacrés et les rideaux de soie du harem impérial ottoman, où le sultan régnait en maître suprême sur un empire qui s'étendait de la Hongrie au Yémen, se cachait un monde secret qui défiait toutes les notions de moralité et de pouvoir de l'époque. Nous ne parlons pas ici de simples récits de sensualité orientale inventés par des voyageurs européens fascinés, mais de pratiques documentées qui scandalisaient même les chroniqueurs musulmans les plus libéraux de la cour. Dans ce labyrinthe de salons parfumés à l'ambre et à l'encens, des femmes de toutes origines conspiraient, aimaient et brisaient les tabous avec une audace qui aurait fait rougir même les libertins de Versailles. Les eunuques, loin d'être de simples gardiens castrés, jouaient des rôles surprenants dans ce réseau de désirs et de transgressions. Les concubines développaient des codes secrets, des rituels interdits et des alliances intimes qui allaient bien au-delà de ce que les sujets ordinaires pouvaient imaginer. Et quand la nuit tombait sur Istanbul et que le muezzin appelait à la dernière prière, le véritable spectacle commençait dans les appartements privés du palais de Topkapi, où le sacré et le profane s'entremêlaient de manière qui défie notre compréhension moderne. Ce qui se passait à l'intérieur n'était pas seulement une question de sexe, mais de survie, de pouvoir et de la nature humaine portée à l'extrême dans un système qui transformait les personnes en propriétés et les désirs en monnaie politique. Avant de plonger dans cette histoire fascinante et choquante, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune narration historique qui va au-delà des manuels scolaires et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre ville, car cette communauté est répandue dans le monde entier et il est incroyable de savoir que nous partageons ces histoires à travers les fuseaux horaires et les frontières. Le harem impérial ottoman n'était pas simplement un lieu où le sultan gardait ses épouses et ses concubines, comme le représente souvent l'imagination occidentale. C'était une institution politique complexe, une micronation à l'intérieur de l'empire, avec sa propre hiérarchie rigide, son économie interne et ses codes de conduite qui régissaient chaque aspect de la vie de centaines de femmes. De jeunes esclaves amenés des marchés de Circassie et de Géorgie aux princesses capturées à la guerre, toutes subissaient un processus brutal d'acculturation qui effaçait leurs anciennes identités et les transformait en pions du jeu impérial. La valide sultan, mère du sultan régnant, gouvernait cet univers féminin d'une main de fer, décidant qui aurait accès au souverain et quand. Les filles arrivaient encore enfants, certaines à peine âgées de 8 ou 9 ans, et étaient formées non seulement aux arts de la séduction, mais aussi à la musique, la poésie, la broderie et même à la stratégie politique. Ce que peu de gens savent, c'est que la compétition pour une seule nuit avec le sultan était si féroce qu'elle donna naissance à des alliances improbables et à des pratiques secrètes qui subvertirent complètement les règles officielles du harem. Les documents ottomans révèlent que les femmes développèrent leur propre réseau de plaisir et d'intimité qui fonctionnait parallèlement à la structure officielle, créant un sous-monde érotique qui opérait dans l'ombre de l'orthodoxie islamique. Les chambres étaient divisées en sections de plus en plus restreintes à mesure qu'on approchait des appartements du sultan, et chaque porte représentait un niveau supplémentaire de privilèges et de danger. Dans ce labyrinthe architectural conçu pour isoler les femmes du monde extérieur, paradoxalement, fleurit une culture de la transgression rendue possible précisément par cet isolement extrême. Les relations homoérotiques entre les femmes du harem n'étaient pas seulement tolérées, mais jusqu'à un certain point attendues dans la logique de ce système fermé. Les chroniqueurs de l'époque, écrivant de manière voilée pour ne pas offenser les sensibilités religieuses, mentionnent fréquemment les amitiés spéciales qui se nouaient entre les concubines les plus jeunes et les vétéranes qui leur enseignaient les secrets de la cour. Ces relations allaient bien au-delà du simple réconfort en l'absence d'hommes, forgeant des liens émotionnels profonds qui duraient souvent des décennies et influençaient les décisions politiques de l'Empire. Une concubine favorisée par une autre femme puissante du harem avait plus de chances de monter dans la hiérarchie que celles qui ne comptaient que sur leur propre mérite ou leur beauté. Les bains turcs du palais étaient des lieux privilégiés pour ces rencontres, où, sous l'apparence de rituels de purification et de soins corporels, les femmes pouvaient explorer l'intimité physique loin du regard des eunuques. Des poèmes écrits par des femmes du harem et conservés dans les archives ottomanes parlent ouvertement de passion entre personnes du même sexe, utilisant le même langage fleuri que les poètes classiques pour décrire l'amour hétérosexuel. Une sultane Asseki du XVIIe siècle entretint pendant des années une relation avec l'une de ses dames de compagnie, allant jusqu'à refuser d'autres compagnes nocturnes lorsque sa maîtresse était présente au palais.
Cet aspect de la vie du harem remet totalement en question le récit simpliste selon lequel ces femmes étaient de simples victimes passives attendant l'attention du sultan, révélant qu'elles créaient leur propre système d'affection, de plaisir et même d'amour véritable entre ces murs dorés. Mais rien n'est peut-être plus troublant que le rôle des eunuques dans ce théâtre des désirs interdits. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle la castration éliminait complètement le désir et la capacité sexuelle, les registres médicaux et les récits d'ambassadeurs européens ayant réussi à percer les secrets de la cour révèlent une réalité bien plus nuancée et choquante. Tous les eunuques n'étaient pas castrés complètement. Chez certains, on ne retirait que les testicules, laissant le pénis intact. Ces hommes, connus sous le nom de eunuques blancs, découvraient qu'ils pouvaient encore éprouver du plaisir, et même avoir des érections, bien qu'ils ne puissent pas éjaculer. Ils devinrent des figures ambiguës dans le harem, ni totalement masculins, ni totalement neutres, et certaines concubines développèrent des relations intimes avec ces gardiens qui, théoriquement, étaient censés être asexués. Les eunuques noirs, souvent castrés de manière plus radicale, n'étaient pas non plus les êtres angéliques et purs que suggérait la propagande officielle. Ils exerçaient un immense pouvoir sur les femmes, contrôlant non seulement leur accès physique aux différents secteurs du palais, mais aussi le flux d'informations, de cadeaux et même de drogues qui circulaient dans cet environnement claustrophobique. Ce pouvoir créait des dynamiques de dépendance et parfois d'abus que les registres officiels tentaient de dissimuler, mais qui transparaissent dans les lettres et les mémorandums administratifs. Des cas documentés montrent des eunuques qui entretenaient des favorites parmi les concubines, leur offrant protection et avantages en échange de compagnie et même de formes alternatives d'intimité qui, techniquement, ne violaient pas la virginité exigée des femmes qui n'avaient pas encore été présentées au sultan. Le concept même de virginité était interprété de manière casuistique dans le harem, où des pratiques que nous considérerions aujourd'hui clairement sexuelles étaient jugées acceptables précisément parce qu'elles préservaient techniquement l'hymen intact. L'introduction d'aphrodisiaques, de drogues et de préparations stimulantes dans le harem créa une autre couche de transgression que les historiens modernes commencent tout juste à démêler. Les médecins de la cour préparaient des potions complexes avec des ingrédients provenant de tout l'Empire, de l'opium d'Anatolie à la cantaride de la péninsule ibérique, en passant par des breuvages exotiques d'Extrême-Orient apportés par la route de la soie. Officiellement, ces substances étaient destinées à augmenter la fertilité des concubines ou à soigner des maux féminins, mais en pratique, elles avaient des fins bien plus hédonistes. Les femmes qui y avaient accès les utilisaient non seulement pour impressionner le sultan lors de leurs rares rencontres, mais aussi pour intensifier leurs propres expériences au sein des réseaux secrets de plaisir mentionnés plus haut. Il existe des témoignages de fêtes nocturnes dans les appartements des femmes les plus puissantes, où, sous le couvert de célébrations religieuses ou d'anniversaires, les participantes consommaient des préparations qui les plongeaient dans des états de conscience altérés. Dans ces moments, loin de la surveillance diurne et sous l'influence de substances désinhibitrices, les hiérarchies rigides du harem se dissolvaient temporairement et des pratiques impensables en plein jour devenaient non seulement possibles, mais presque rituelles. La valide sultan du début du XVIIe siècle disposait de son propre alchimiste personnel, dont les recettes étaient gardées plus secrètement que les secrets d'État. Il existe des preuves que certaines de ces formules avaient des effets aphrodisiaques si puissants qu'elles provoquaient une dépendance physique chez les utilisatrices. Cette dépendance créait un autre outil de contrôle, celle qui contrôlait l'accès aux drogues, contrôlait la loyauté et le comportement des femmes qui, sinon, seraient devenues des rivales dangereuses dans la lutte pour le pouvoir au palais. Et tout cela n'était que la surface de ce qui se passait réellement lorsque les lumières s'éteignaient dans les couloirs de marbre de Topkapi. Si les pratiques au sein du harem féminin défient déjà notre conception de la morale ottomane, ce qui se passait dans les appartements privés du sultan lorsqu'il se lassait des routines conventionnelles est encore plus révélateur de la nature humaine sous le pouvoir absolu. Les sultans étaient éduqués dès l'enfance à croire qu'ils étaient les ombres de Dieu sur terre, représentants du divin avec une autorité incontestée sur la vie et la mort. Ce sentiment d'omnipotence s'étendait inévitablement au domaine sexuel. Mehmed le Conquérant, l'homme qui prit Constantinople et changea le destin de l'Europe, avait des préférences sexuelles qui horrifiaient même ses contemporains musulmans, et que les chroniqueurs byzantins consignèrent avec un mélange de fascination morbide et de répulsion. Il ne se contentait pas d'un harem de centaines de femmes à sa disposition, mais entretenait également des jeunes garçons, pratique qui, bien que pas totalement rare dans la culture méditerranéenne de l'époque, atteignait des dimensions qui dépassaient l'acceptabilité sociale.
Le sultan participait à des bacchanales qui duraient toute la nuit, où hommes et femmes, esclaves et personnes libres se mêlaient dans des orgies incluant une consommation abondante de vin et de hashish. Tout cela dans un empire officiellement régi par la loi islamique qui interdisait strictement l'alcool et les relations sexuelles hors mariage. L'hypocrisie était monumentale, mais elle fonctionnait parce que le pouvoir du sultan était si absolu qu'il se plaçait littéralement au-dessus de la loi qu'il exigeait de ses sujets qu'ils respectent. Participer à ces fêtes était à la fois un privilège convoité et un danger mortel, car déplaire au sultan dans ces moments de vulnérabilité et d'ivresse pouvait signifier une exécution sommaire le lendemain matin. Il existe des récits d'ambassadeurs vénitiens invités à ces célébrations qui en revinrent à la fois fascinés et terrifiés par ce qu'ils avaient vu, rapportant en Europe des histoires qui alimentèrent l'image de l'Orient comme un lieu de dépravation exotique. Le concept de consentement n'existait tout simplement pas dans cette structure de pouvoir, ce qui conduisit à des situations que nous reconnaîtrions aujourd'hui clairement comme des abus systématiques. De jeunes captifs de guerre, garçons et filles, étaient présentés au sultan comme butin de victoire et refuser de satisfaire ses désirs n'était pas une option. Certains sultans développèrent une préférence pour les vierges, hommes comme femmes, et il existait une demande constante de nouvelles acquisitions qui alimentaient un marché d'esclaves spécialisé pour fournir exactement le type de victime que le souverain désirait à ce moment-là. Les blessures psychologiques causées par ces expériences n'étaient pas reconnues à l'époque, mais transparaissent dans certains récits de personnes qui parvinrent finalement à s'échapper du palais et racontèrent leur histoire des années plus tard. Un jeune Serbe qui passa 5 ans comme favori de Soliman le Magnifique avant d'acheter sa liberté laissa un témoignage troublant sur la manière dont la violence sexuelle était si normalisée dans le palais que les victimes elles-mêmes finirent par l'intérioriser comme une forme de survie psychologique. Le trauma générationnel causé par ce système n'a jamais été correctement expliqué dans les livres d'histoire, qui préfèrent se concentrer sur les conquêtes militaires et les réalisations architecturales de l'Empire. Les femmes qui parvenaient à avoir des enfants du sultan obtenaient statut et protection, mais même elles vivaient sous la menace constante qu'un seul faux pas, une seule parole déplacée, puisse entraîner qu'elles soient étranglées avec un cordon de soie par les muets chargés d'exécuter les sentences de mort dans le palais, veillant à ce qu'aucun cri ne trouble la paix impériale. La pratique du fratricide légalisé ajoute une autre couche d'horreur à ce tableau déjà sinistre. Lorsqu'un nouveau sultan montait sur le trône, la coutume voulait qu'on exécute tous ses frères pour éviter les guerres civiles de succession. Mehmed III, en montant sur le trône en 1595, ordonna l'étranglement de 19 de ses frères, dont certains étaient encore des bébés au sein. Mais ce que l'histoire officielle ne raconte pas, c'est comment ces exécutions massives affectèrent la dynamique sexuelle et émotionnelle dans le harem. Les mères de ces princes assassinés vivaient dans une terreur constante, sachant que l'enfant qu'elles portaient pouvait être leur passeport vers le pouvoir absolu si le sultan en place mourait avant qu'elles n'accouchent, ou leur sentence de mort si un frère prenait le pouvoir en premier. Cela créait des alliances désespérées entre concubines, des conspirations incluant des empoisonnements, des avortements secrets pratiqués sur des rivales et même des tentatives de séduire ou de corrompre les bourreaux pour qu'ils épargnent la vie de leurs fils. Certaines femmes, sachant que leur fils serait de toute façon tué, cherchèrent du réconfort physique auprès d'autres concubines ou même d'eunuques, une forme de désespoir qui mêlait le besoin émotionnel à une désintégration complète des valeurs morales sous une pression extrême. Pendant ces périodes de transition de pouvoir, le harem devenait un foyer d'hystérie collective où des comportements impensables en temps normal devenaient routiniers. Les archives françaises du XVIIe siècle mentionnent des cas de suicides massifs parmi les concubines dont les fils avaient été exécutés. Certaines se jetaient par les fenêtres de leur chambre, d'autres ingérèrent du poison dans des pactes de groupe aux dimensions presque rituelles. Mais l'aspect le plus troublant de tout cela est peut-être la manière dont ce système de violence sexualisée s'exporta au-delà des murs du palais à travers l'institution du Defschirm. Des enfants chrétiens, parfois âgés de seulement 8 ans, étaient arrachés à leurs familles dans les Balkans et en Anatolie, convertis de force à l'islam et formés pour servir l'Empire comme janissaires ou administrateurs. Pendant leur formation dans les casernes et les écoles palatines, ces jeunes étaient fréquemment soumis à des abus sexuels par leurs supérieurs, dans une tradition de pédophilie institutionnalisée jamais reconnue officiellement. Les relations entre soldats vétérans et jeunes recrues suivaient des schémas que nous identifierions aujourd'hui comme du harcèlement sexuel systématique,
où la protection et l'avancement professionnel s'échangeaient contre des faveurs sexuelles. Certains de ces jeunes atteignirent des positions de très grand pouvoir dans l'Empire, devenant grands vizirs ou commandants militaires, mais traînaient des traumatismes qui influencèrent leurs propres pratiques sexuelles et perpétuèrent des cycles d'abus. Il existe une correspondance entre commandants janissaires qui parlent ouvertement de leurs préférences pour des jeunes de certaines ethnies ou régions, traitant les êtres humains comme des marchandises interchangeables sur les marchés de chair. Le silence historique sur cet aspect de l'Empire ottoman est presque assourdissant, car reconnaître ces pratiques oblige à une réévaluation complète de la manière dont nous comprenons cette civilisation et remet en question les récits confortables de coexistence pacifique et de tolérance religieuse que certains historiens aiment promouvoir. Il est cependant certain que l'Empire ottoman, comme toute structure de pouvoir absolu, créa des systèmes qui permettaient et même encourageaient l'exploitation sexuelle des personnes vulnérables à une échelle que nous considérerions aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité. Comment les femmes et les hommes parvenaient à conserver un certain sens de l'humanité et même à trouver des moments de connexion authentique au sein de cette machine de déshumanisation est une question qui nous plonge encore plus profondément dans le labyrinthe moral du harem. Non seulement les sultans et leurs concubines participaient à cette culture de transgression sexuelle, les princesses ottomanes elles-mêmes, femmes théoriquement protégées et vénérées, vivaient des réalités étonnamment complexes qui défiaient les notions de modestie féminine islamique. Lorsqu'une princesse se mariait, ce qui était généralement un événement politique organisé pour sceller des alliances ou récompenser des serviteurs loyaux de l'Empire, elle n'abandonnait pas le monde du palais. Au contraire, elle emmenait avec elle tout un séquito comprenant eunuques, serviteurs et même des concubines qui avaient fait partie de son cercle dans le harem impérial. Ces princesses maintenaient leur propre mini-cour où elles reproduisaient et parfois amplifiaient les pratiques apprises dans le palais principal. Il existe des documents sur une princesse du XVIIe siècle qui entretenait son propre harem de plus de 50 jeunes gens, officiellement décrits comme dames de compagnie et servantes, mais qui en pratique formaient une communauté érotique fonctionnant de manière étonnamment similaire au harem du sultan, sauf qu'elle occupait le rôle central. Cette inversion de genre dans le pouvoir sexuel était possible parce que les princesses ottomanes jouissaient d'un statut qui surpassait même celui de nombreux hommes dans la hiérarchie impériale et que leurs palais étaient des espaces où elles exerçaient une autorité presque absolue. Les ambassadeurs étrangers, reçus par ces princesses, étaient surpris de découvrir qu'elles tenaient ouvertement des conversations sexuelles, faisaient des plaisanteries à double sens et démontraient une connaissance des pratiques érotiques qui auraient fait rougir les courtisanes européennes les plus expérimentées. Le plus fascinant est que ces princesses développèrent toute une littérature érotique secrète qui ne circulait que dans les cercles féminins de l'Empire, des manuscrits illustrés montrant des positions sexuelles détaillées, des techniques de plaisir mutuel entre femmes et même des instructions sur l'utilisation de divers objets pour la gratification sexuelle étaient copiés à la main et distribués parmi les femmes de l'élite comme de précieux cadeaux. Ces textes n'étaient pas de simples traductions de manuels arabes ou persans classiques comme Le Jardin parfumé, mais des œuvres originales créées par et pour des femmes ottomanes qui adaptaient le savoir de diverses traditions à leurs réalités spécifiques. Certains de ces manuscrits ont survécu dans des collections privées et des archives européennes après avoir été sortis clandestinement de l'Empire par des diplomates fascinés ou des érudits audacieux. Les illustrations sont extraordinairement explicites, montrant non seulement des actes hétérosexuels, mais aussi des rencontres entre femmes, l'utilisation de godemichés en cristal vénitien ou en ivoire africain, et même des scènes de groupe avec plusieurs partenaires. Le niveau de détail anatomique et l'attention portée au plaisir féminin dans ces textes remettent totalement en question l'idée que les femmes musulmanes de l'époque étaient ignorantes ou passives quant à leur propre sexualité. Au contraire, il semble que dans les espaces protégés du harem, les femmes de l'élite ottomane développèrent une connaissance sophistiquée du corps féminin qui, à certains égards, surpassait celle existant en Europe à la même époque. Des sages-femmes et des guérisseuses spécialisées faisaient partie intégrante de ces cercles, offrant non seulement des soins médicaux, mais aussi des conseils sur la contraception, l'induction d'avortement lorsque nécessaire, et des traitements pour des troubles que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des dysfonctions sexuelles. Mais cette liberté sexuelle des femmes de l'élite contrastait fortement avec la réalité des esclaves et des servantes qui formaient la base de la pyramide sociale du harem. Alors que les princesses et les favorites du sultan pouvaient exercer leurs préférences et, jusqu'à un certain point, choisir avec qui elles s'engageaient, les femmes des échelons inférieurs étaient totalement vulnérables aux abus de toutes parts.
Les eunuques qui contrôlaient les secteurs les plus bas du harem exploitaient souvent sexuellement les jeunes esclaves sous leur supervision, sachant que ces femmes n'avaient personne à qui se plaindre et que dénoncer l'abus entraînerait probablement un châtiment pour la victime elle-même pour avoir causé des problèmes. Les femmes de haut rang utilisaient parfois leurs esclaves pour leur propre gratification sexuelle de manière clairement coercitive, même si cela était déguisé en faveur ou en cadeau. Une esclave qui refusait les avances d'une concubine favorisée pouvait se voir vendue à un sort bien pire, peut-être un bordel dans une ville de province ou un travail domestique brutal dans une maison ordinaire. Cette hiérarchie d'exploitation signifie que nous ne pouvons pas idéaliser le harem comme un espace de solidarité féminine ou d'exploitation sexuelle mutuellement consentie. C'était fondamentalement un système de pouvoir où ceux qui avaient le moins de pouvoir étaient constamment victimisés par ceux qui se trouvaient au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Et le fait que certaines de ces relations de pouvoir soient entre femmes ne les rendait ni moins abusives ni plus acceptables. Les esclaves enceintes d'eunuques ou d'autres hommes du palais, qui n'étaient pas censés avoir accès aux chambres des femmes, faisaient face à des destins terribles, souvent contraintes d'avorter par des méthodes dangereuses ou assassinées en secret pour dissimuler des preuves de transgression qui auraient embarrassé leurs supérieurs. Les bains publics turcs, les célèbres hammams, étaient un autre espace où les normes sexuelles étaient constamment négociées et transgressées de manière que les registres officiels préféraient ignorer. Bien qu'officiellement séparés par genre, les hammams fonctionnaient comme des lieux de rencontre semi-publics où des accords illicites pouvaient être conclus et consommés. Aux femmes du harem, il était parfois permis de visiter des bains spécifiques réservés à l'élite, et ces événements devenaient des occasions de rencontres qui auraient été impossibles à l'intérieur des murs du palais. Des intermédiaires spécialisés, généralement des femmes âgées ayant quitté le harem, facilitaient les connexions entre les femmes du palais et des partenaires extérieurs, chose strictement interdite, mais apparemment si courante qu'il existait des mécanismes établis et même un jargon spécifique pour décrire ces transactions. Les risques étaient immenses. Exécution par strangulation pour la femme et torture suivie de mort pour l'homme impliqué. Mais le système persista parce que la demande était constante. Des femmes qui avaient passé des années sans contact masculin, hormis le sultan ou les eunuques, de jeunes veuves de princes exécutés, des princesses mariées à des hommes âgés ou impotents, toutes cherchèrent des moyens de satisfaire des besoins physiques et émotionnels que la structure officielle de l'Empire ne permettait pas. Les hammams, avec leurs vapeurs épaisses, leurs nombreuses pièces et une culture socialement acceptable de la nudité, offraient l'excuse parfaite pour ces rencontres clandestines. Certaines femmes nouèrent des relations à long terme avec des partenaires extérieurs qui durèrent des années, entretenus grâce à un réseau élaboré de courriers, de pots de vin et d'une planification minutieuse qui aurait impressionné les services de renseignement modernes. Et lorsque ces réseaux secrets étaient découverts, les conséquences révélaient le vrai visage brutal de l'Empire derrière toute sa pompe et son luxe. Les scandales sexuels qui éclataient, parfois, au-delà des murs du palais et devenaient publics avaient le pouvoir de renverser des gouvernements et de déstabiliser tout l'Empire. Le cas le plus célèbre impliqua Kösem Sultan au XVIIe siècle, une femme d'origine grecque qui passa d'esclave à la régente la plus puissante de l'histoire ottomane. Pendant son règne de fait, elle fut accusée par des ennemis politiques d'entretenir des amants à l'intérieur et à l'extérieur du palais, y compris, selon la rumeur, un jeune janissaire qui visitait secrètement ses appartements. On n'a jamais su avec certitude si les accusations étaient fondées ou inventées pour la discréditer politiquement, mais le simple fait qu'elles puissent être formulées et prises au sérieux montre à quel point la sexualité féminine était à la fois crainte et utilisée comme arme politique dans l'Empire. Elle fut finalement assassinée dans une conspiration de palais, étranglée avec un rideau par des eunuques loyaux à sa belle-fille rivale, et son corps fut retrouvé nu, un détail que les chroniqueurs inclurent spécifiquement pour l'humilier même dans la mort. Le destin de Kösem illustre une réalité brutale de l'Empire ottoman. Les femmes pouvaient accumuler un pouvoir immense, mais elles marchaient toujours sur la corde raide, où une simple accusation de conduite sexuelle inappropriée pouvait détruire tout ce qu'elles avaient construit. Les hommes pouvaient avoir des centaines de partenaires sexuels sans conséquence, mais une femme puissante simplement soupçonnée d'avoir un amant non autorisé s'exposait à l'exécution. Les exécutions de femmes accusées d'adultère ou d'autres transgressions sexuelles étaient des événements spectaculaires conçus pour terrifier et contrôler. La pratique la plus notoire était la noyade dans le Bosphore, où les condamnés étaient cousus dans des sacs lestés de pierres et jetés depuis la barque du bourreau dans les eaux troubles du détroit. Mais avant cela,
Elles étaient souvent torturées publiquement pour arracher des aveux qui incriminaient d'autres personnes, transformant ces exécutions en outils de intrigue politique où l'on pouvait éliminer des rivaux par des témoignages forcés. Une concubine torturée disait n'importe quoi pour faire cesser la douleur, impliquant qui ses bourreaux voulaient qu'elle implique. L'aspect sexuel de ces tortures était délibéré et dégradant, conçu pour briser la dignité des victimes avant de les tuer. Les femmes étaient dénudées publiquement, leur corps inspecté et commenté à voix haute par les bourreaux qui décrivaient les signes d'activité sexuelle non autorisée, transformant les derniers instants de leur vie en un spectacle d'humiliation érotique. Les registres d'exécution conservés dans les archives ottomanes sont glaçants, révélant un sadisme systématique ancré dans le système judiciaire de l'Empire. Dans certains cas, des familles entières étaient exécutées avec la femme accusée, y compris de jeunes enfants, dans un déploiement de cruauté destiné à décourager totalement toute transgression des normes sexuelles établies. Mais toutes les histoires ne se terminaient pas en tragédie, et il existe des récits étonnants de femmes qui parvinrent à manipuler le système à leur avantage de manière spectaculaire. Roxelane, également connue sous le nom de Hurrem Sultan, est l'exemple le plus célèbre. Partie d'esclave ukrainienne dans le harem de Soliman le Magnifique, elle réussit non seulement à devenir sa favorite, mais aussi à briser des siècles de tradition en le convainquant de l'épouser officiellement, chose qu'aucun sultan n'avait faite avec une esclave depuis des générations. De plus, Roxelane conspira pour éliminer ses rivales, y compris le fils aîné de Soliman avec une autre mère, s'assurant que son propre fils hérite du trône. Comment parvint-elle à un tel niveau d'influence sur l'un des hommes les plus puissants du monde? C'est matière à spéculation historique, mais les chroniques de l'époque suggèrent qu'elle utilisa sa connaissance intime des préférences sexuelles de Soliman, y compris des pratiques qu'il gardait secrètes, comme levier pour maintenir son pouvoir. En essence, elle créa une forme de chantage basée sur l'intimité, où le sultan ne pouvait la répudier sans risquer que ses secrets les plus honteux ne soient révélés publiquement. Roxelane construisit également son propre réseau de renseignements dans le harem, utilisant des femmes loyales pour surveiller ses rivales et recueillir des informations compromettantes qu'elle pouvait utiliser le moment venu. Son succès inspira des générations de femmes du harem à considérer la sexualité non seulement comme un devoir ou un plaisir, mais comme un outil politique qui pouvait être perfectionné et utilisé stratégiquement. Le commerce de secrets sexuels devint une économie informelle au sein du palais, où l'information sur les préférences, les indiscrétions et les vulnérabilités des individus puissants était une marchandise précieuse. Les eunuques, qui contrôlaient le flux d'informations entre les différents secteurs du palais, vendaient des secrets aux plus offrants, parfois opposant différentes factions pour maximiser leurs gains. Un serviteur qui surprenait accidentellement une rencontre illicite pouvait utiliser cette connaissance pour améliorer sa position, soit par chantage direct, soit en vendant l'information à des parties intéressées. Ce marché des secrets créait une paranoïa constante parmi l'élite palatiale, où tout moment de vulnérabilité ou de plaisir pouvait devenir une arme entre les mains d'ennemis. Les sultans tentaient de contrôler cela par la terreur, exécutant régulièrement des personnes soupçonnées de répandre des rumeurs. Mais la pratique continua parce que les récompenses potentielles étaient trop grandes. Certains des scandales les plus explosifs de l'histoire ottomane commencèrent avec des fragments d'informations sexuelles filtrés des cercles du harem qui grossirent et se déformèrent jusqu'à provoquer des crises politiques menaçant la stabilité de l'empire. L'architecture même du palais, avec ses couloirs labyrinthiques et ses murs fins, facilitait l'espionnage tant accidentel que délibéré, et les individus astucieux apprirent à exploiter les caractéristiques physiques du bâtiment, se cachant dans des niches spécifiques pour écouter des conversations privées ou créant des passages secrets entre des sections qui, officiellement, n'étaient pas directement reliées. Ce qui distinguait vraiment les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman des autres cultures de l'époque n'était pas seulement leur échelle ou leur variété, mais la manière dont la sexualité s'entremêlait avec le pouvoir politique de façon qui défiait la logique extérieure. Alors qu'en Europe, les monarques avaient des maîtresses dont tout le monde connaissait l'existence, mais feignaient de l'ignorer, dans l'Empire ottoman, le harem était à la fois un secret absolu et un outil de propagande, quelque chose dont on ne pouvait parler ouvertement, mais dont la splendeur était utilisée pour démontrer la grandeur du sultan. Cette contradiction fondamentale créa une culture d'hypocrisie sophistiquée où tout le monde savait que les normes officielles de comportement islamique étaient constamment violées dans les plus hautes sphères, mais personne ne pouvait le reconnaître publiquement sans risquer un châtiment sévère. Les prédicateurs dans les mosquées condamnaient la fornication et la sodomie comme des péchés terribles menant à l'enfer, alors qu'à quelques rues de là, dans le palais de Topkapi,
Ces mêmes pratiques avaient lieu à une échelle qui aurait choqué les pécheurs qu'ils dénonçaient. Cette dissonance cognitive collective n'était soutenable que parce que le pouvoir du sultan était présenté comme dérivé directement de Dieu, de sorte que remettre en question ses actions revenait littéralement à de l'hérésie. Les sujets ordinaires surpris en adultère pouvaient être lapidés sous la loi de la charia, mais un sultan qui entretenait simultanément des centaines de concubines était vu comme exerçant un droit divin. Le rôle de la religion dans cette équation était complexe et souvent contradictoire, révélant les adaptations pragmatiques que l'Empire effectuait lorsque la convenance politique entrait en conflit avec la doctrine religieuse. Les clercs islamiques liés à la cour développèrent des interprétations créatives de la loi religieuse qui permettèrent des pratiques clairement interdites par une lecture littérale des textes sacrés. L'institution de l'esclavage sexuel, par exemple, était justifiée par des versets spécifiques du Coran autorisant les hommes à avoir des relations avec les femmes qu'ils possédaient comme esclaves. Mais l'échelle industrielle de cette pratique dans l'Empire ottoman allait bien au-delà de ce que les textes originaux envisageaient probablement. Certains sultans consultaient leurs conseillers religieux personnels avant d'introduire de nouvelles pratiques sexuelles ou partenaires inhabituels, demandant des fatwas qui offraient une couverture religieuse à tout ce qu'ils désiraient faire. Ces clercs soumis trouvaient toujours une interprétation obscure ou un précédent historique douteux permettant pratiquement n'importe quoi, à condition qu'il y ait une compensation adéquate pour l'avis favorable. La corruption religieuse au sein du palais était si profonde qu'elle créa des schismes entre les clercs de la cour qui prospéraient grâce à des interprétations flexibles et les érudits indépendants des provinces qui considéraient ces adaptations comme de l'apostasie et une corruption du véritable islam. Ces derniers prêchaient parfois contre les pratiques palatines de manière codée et, lorsqu'ils étaient trop audacieux ou imprudents pour garder leurs critiques suffisamment voilées, disparaissaient discrètement, exécutés sur ordre du sultan sous de fausses accusations. Les fêtes et célébrations officielles du palais étaient des scènes où le public et le privé, le permis et l'interdit se mélangeaient de façon théâtralement absurde. Pendant le ramadan, le mois sacré du jeûne et de l'abstinence, le palais accueillait d'élaborées célébrations nocturnes qui marquaient officiellement la fin du jeûne quotidien, mais qui dégénéraient souvent en bacchanal à base de vin et d'opium qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. La justification officielle était que les règles du jeûne cessaient au coucher du soleil, donc techniquement il n'y avait pas de violation religieuse. En pratique, cependant, ces fêtes étaient une moquerie totale de l'esprit de modération que le ramadan était censé représenter. On faisait venir des danseurs pour divertir le sultan et ses invités, et ce qui commençait comme des spectacles artistiques se transformait souvent en interactions sexuelles explicites à mesure que la nuit avançait et que les inhibitions se dissolvaient sous l'effet de l'alcool. De jeunes esclaves, hommes et femmes, circulaient parmi les invités, offrant non seulement de la nourriture et des boissons, mais aussi leur propre corps, quelque chose qui était compris, mais jamais déclaré ouvertement. Participer à ces fêtes plaçait les membres de l'élite dans des positions compromettantes, où ils violaient eux-mêmes des lois qu'ils étaient censés respecter, créant une complicité forcée qui garantissait le silence sur ce qui se passait à l'intérieur des murs du palais. Un vizir qui participait à une orgie palatiale pouvait difficilement condamner publiquement l'immoralité de la cour sans s'incriminer lui-même. Mais la pratique la plus étrange et la plus révélatrice de toutes était peut-être la coutume d'offrir des esclaves sexuels entre membres de l'élite comme moyen de sceller des alliances politiques ou de montrer sa faveur. Lorsque le sultan souhaitait récompenser un serviteur loyal, il envoyait souvent une ou plusieurs concubines de son propre harem en cadeau, des femmes qui avaient partagé son lit, mais qu'il transmettait désormais comme propriété interchangeable. Pour les femmes concernées, cela signifiait être transférées comme des objets d'un propriétaire à un autre sans aucune considération pour leurs propres sentiments ou préférences. Et le fait que cela soit considéré comme un honneur tant pour le destinataire que pour le receveur montre à quel point le système était profondément déshumanisant. Les ambassadeurs étrangers, visitant la cour, recevaient parfois de jeunes esclaves comme cadeaux diplomatiques, ce qui créait des situations gênantes lorsque les représentants de nations chrétiennes devaient décider s'ils acceptaient de tels dons sans offenser leurs puissants hôtes ottomans. Certains refusaient discrètement, alléguant que leur propre loi n'autorisait pas l'esclavage. D'autres acceptaient, puis libéraient discrètement les femmes, mais beaucoup acceptaient simplement et intégraient les esclaves dans leur foyer, perpétuant le système tout en se prétendant moralement supérieurs à la civilisation ottomane.
Cette circulation de corps humains comme monnaie politique créa une économie parallèle où la valeur d'une personne était littéralement calculée en fonction de sa beauté, de son habileté sexuelle et de sa capacité à donner du plaisir, réduisant des êtres humains complexes à leurs fonctions les plus basiques au sein de l'économie érotique de l'Empire. Quand on analyse tout cela ensemble, on se rend compte que nous ne parlions pas seulement de sexe, mais des façons fondamentales dont le pouvoir absolu corrompt et déshumanise. Le déclin progressif de l'Empire ottoman au XVIIIe et XIXe siècle apporta des changements significatifs, bien que souvent superficiels, au système du harem. Les réformateurs, influencés par les idées des Lumières européennes, tentèrent de moderniser l'Empire, ce qui inclut une rhétorique sur l'élimination des excès et abus palatins. Certains sultans de cette période réduisirent la taille de leur harem, libérèrent des esclaves et firent même des déclarations publiques sur un traitement plus respectueux des femmes. Mais en réalité, derrière la façade de la réforme, les structures fondamentales de pouvoir permettant l'exploitation sexuelle restèrent intactes jusqu'à la fin de l'Empire en 1922. Le dernier sultan ottoman maintenait encore un harem, bien que plus petit et plus discret que ceux de ses prédécesseurs, et les pratiques de concubinage continuèrent dans les maisons de l'élite turque, même après l'abolition officielle du sultanat. La transition vers la République turque sous Atatürk détruisit finalement légalement ces institutions, interdisant la polygamie et l'esclavage et établissant l'égalité des sexes. Cependant, les attitudes culturelles façonnées par des siècles de pratiques ottomanes ne disparurent pas du jour au lendemain. Les femmes qui avaient vécu dans le harem pendant les dernières années de l'Empire se retrouvèrent soudain dans un monde qui n'avait plus de place pour elles. Trop âgées pour se marier selon les nouvelles normes monogames et dépourvues des compétences nécessaires à un emploi régulier, beaucoup tombèrent dans la prostitution ou la dépendance à la charité. Les derniers eunuques de l'Empire connurent des destins particulièrement tragiques qui sont rarement abordés dans les récits officiels. Lorsque le harem fut dissous, ces hommes qui avaient été castrés enfants et avaient passé toute leur vie à servir une institution qui n'existait plus se retrouvèrent complètement déracinés. Certains trouvèrent du travail domestique dans des maisons riches qui maintenaient discrètement d'anciennes pratiques. D'autres mendiaient dans les rues d'Istanbul, dans leurs anciennes tuniques palatines, désormais en haillons, figures fantomatiques d'un monde mort qui hantait la nouvelle République en lui rappelant tout ce qui avait été aboli. L'un des derniers eunuques en chef du palais de Topkapi vécut jusqu'aux années 1950, mourant dans la plus grande pauvreté dans une petite chambre d'Istanbul, entouré de souvenirs d'une époque où il contrôlait l'accès aux appartements impériaux et exerçait le pouvoir sur des centaines de personnes. Son histoire, préservée par un journaliste qui l'interviewa peu avant sa mort, est d'une tristesse dévastatrice et révèle un homme qui avait tellement intériorisé son rôle de gardien castré qu'il n'avait jamais réussi à développer une identité en dehors de ce contexte. Il parlait avec nostalgie du harem, comme d'un âge d'or, apparemment incapable ou peu disposé à reconnaître les horreurs et les abus qu'il avait lui-même perpétrés et subis au sein de ce système. Les femmes survivantes du harem qui vécurent assez longtemps pour voir la République connurent des défis différents mais tout aussi profonds. Certaines écrivirent des mémoires qui constituent des sources historiques inestimables, bien que beaucoup de ces mémoires aient été fortement censurés, soit par les auteurs elles-mêmes qui idéalisèrent leurs expériences, soit par des éditeurs et traducteurs qui supprimèrent le contenu jugé trop scandaleux pour la publication. En comparant les versions publiées de ces mémoires avec les manuscrits originaux qui ont survécu dans des archives privées, les différences sont révélatrices. Des passages entiers sur les relations lesbiennes furent supprimés, les références aux drogues et à l'alcool minimisées, les descriptions de violences sexuelles adoucies par un langage vague sur les difficultés et les critiques directes du système transformées en réflexions mélancoliques sur des traditions perdues. Cette épuration historique signifia que pendant longtemps, la compréhension publique du harem ottoman reposa sur des versions profondément déformées de la réalité, qu'il s'agisse des fantasmes orientalistes d'Européens fascinés ou des mémoires censurées de survivantes qui tentaient de préserver le peu de dignité qui leur restait. Ce n'est que ces dernières décennies, avec un meilleur accès aux archives ottomanes et une réanalyse critique des sources existantes, que les historiens ont commencé à reconstituer une image plus honnête et plus troublante de ce qui se passait réellement derrière ces murs parfumés. L'héritage de ces pratiques s'étend de manière complexe jusqu'à nos jours. Dans certaines régions du monde qui firent partie de l'Empire ottoman, les attitudes à l'égard de la sexualité féminine, de l'honneur familial et du pouvoir patriarcal conservent encore des échos de cette histoire, même si ceux qui vivent ces réalités n'établissent souvent aucun lien conscient avec des pratiques impériales vieilles de plusieurs siècles.
La fascination occidentale persistante pour les harems, manifestée dans d'innombrables films, romans et fantasmes érotiques, ignore souvent totalement les réalités brutales que nous avons explorées ici, préférant des versions romancées de séduction exotique et de mystère oriental. Ce fantasme est insultant tant pour les victimes historiques que pour les personnes contemporaines des cultures héritières de l'Empire ottoman, qui se voient réduites à des stéréotypes orientalistes. Étudier honnêtement les pratiques sexuelles de l'Empire ne signifie pas alimenter ces fantasmes, mais reconnaître comment le pouvoir absolu corrode l'humanité de base et crée des systèmes où les plus vulnérables sont exploités systématiquement par les plus puissants. Cela n'a pas été propre à l'Empire ottoman. Des versions de cette dynamique existèrent dans toutes les civilisations qui concentrèrent suffisamment de pouvoir entre les mains de quelques-uns et éliminèrent les mécanismes de responsabilité. Les palais de France, les cours de la Chine impériale et les plantations américaines avaient leur propre système d'exploitation sexuelle institutionnalisé qui opérait sous différentes justifications culturelles, mais suivait des logiques inquiétantes similaires. Alors, que faisons-nous de cette histoire aujourd'hui, sachant ce que nous savons des erreurs commises au nom du pouvoir et du plaisir dans l'Empire ottoman? D'abord, nous résistons à la tentation d'utiliser ces histoires pour alimenter des préjugés contemporains contre des cultures ou des religions spécifiques, en reconnaissant que la capacité humaine à la cruauté, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, est universelle et ne se limite à aucune civilisation particulière. Ensuite, nous utilisons cette histoire comme une lentille pour examiner les structures de pouvoir qui existent encore aujourd'hui, nous demandant où des concentrations similaires de pouvoir irresponsables permettent encore l'exploitation des vulnérables, que ce soit dans des contextes religieux, corporatifs, politiques ou familiaux. Les formes spécifiques changent, mais la dynamique fondamentale, où ceux qui détiennent le pouvoir l'utilisent pour leur gratification sexuelle aux dépens de ceux qui n'en ont pas, reste tragiquement pertinente. Troisièmement, nous honorons la mémoire de ceux qui ont souffert dans ces systèmes en racontant leurs histoires avec honnêteté, sans les idéaliser, mais sans non plus réduire des personnes complexes à leur seule victimisation. Et enfin, nous portons cette histoire comme un rappel que la civilisation et la barbarie ne sont pas des opposés, mais coexistent souvent, que les mêmes empires, qui produisent une architecture magnifique et une poésie sublime, peuvent simultanément perpétrer des cruautés systématiques, et que notre tâche constante est de construire des systèmes et de cultiver des valeurs qui limitent le potentiel d'abus, même si cela signifie restreindre le pouvoir de ceux qui sont au sommet, car la véritable mesure d'une société n'est pas ses palais et ses conquêtes, mais la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables.